Hello, j'espère que vous allez bien. Cela fait un petit moment que je n'avais pas posté par ici. Je suis donc de retour avec une vidéo plutôt calme, avec la visite d'un petit village breton, avant de retourner dans le temps pour les prochaines vidéos. D'ailleurs, il y a quelques mois, j'ai fait la connaissance de Sophie et Dominique qui venaient de racheter le manoir du Vaudarz et je suis donc passée les voir au printemps afin de voir cette magnifique bâtisse qui a par la suite été entièrement rénovée en plusieurs gîtes. À l'origine, en 1449, le manoir était le relais de chasse de l'évêque de Redon et de cette époque, il reste la tour carrée que l'on aperçoit ici et la bibliothèque. Puis, les années passent et le manoir évolue pour devenir une ferme en 1840. Il est à présent entièrement rénové et vous pouvez y séjourner. Et si je vous parle de ce manoir, c'est parce qu'il est idéalement situé au pied d'un petit village breton dont vous avez peut-être déjà entendu parler. Villefleurie, petite cité de caractère, plus beau village de France, le petit village de Rochefort-en-Terre possède toute une panoplie de distinctions. Les rues bordées de maisons à pans de bois, les logis, les vieilles demeures qui affichent des façades de granit très fleuries et les échoppes d'artisanat d'art à l'ancienne sont un enchantement pour les yeux. Lorsque l'on se balade dans le village, on remarque tout de suite l'emplacement inhabituel de l'autre monument historique, l'église qui est très excentrée. La tradition orale raconte que cette anomalie est due au fait que pendant les invasions normandes, un prêtre cacha dans un tronc d'arbre une vierge à l'enfant qui protégea les habitants. Quand 2 siècles plus tard, la statue fut retrouvée par une bergère, on décida de construire sur les lieux mêmes une église, d'où son nom qui vient du mot « tronc ». Si l'on continue dans le village, on peut admirer les façades fleuries et les vitraux de certaines maisons. C'est Alfred Klotz qui va créer à Rochefort le concours de fenêtres fleuries, afin d'adoucir la froide rigueur des maisons en granit. Il fournit aux habitants des géraniums et pendant l'hiver, il garde les jardinières des villageois dans les serres du château. Le bourg s'est développé à partir du château des seigneurs de Rochefort, construit sur un éperon rocheux au XIIe siècle, prenant alors la place d'anciennes fortifications romaines, d'où son tracé pentagonal. Subissant les foudres de la Révolution, il a été en grande partie détruit, il en restait alors que les communs. Il doit sa rédemption au peintre américain Alfred Klotz, qui se lança étape par étape dans sa restauration au début du XXe siècle pour en faire le grand manoir que l'on voit aujourd'hui. D'ailleurs, revenons plus en détail sur la première construction du château dans le village. Elle est difficile à dater, mais les premières mentions d'une place forte à cet endroit, fief de la famille de Rochefort qui a d'ailleurs donné son nom au village, celui-ci devient un point de passage obligé à l'intérieur entre Ploërmel et la Roche-Bernard. Si l'année de sa construction est inconnue, la date de sa première destruction est plus précise. Elle fut décidée après la bataille de Saint-Aubin du Cormier, qui mettra un terme à la guerre folle. Cette bataille a lieu le 28 juillet 1488 et oppose à la frontière de la Bretagne 15 000 hommes du roi de France à 11 000 hommes issus d'une coalition entre les troupes indépendantistes du duc de Bretagne, dont fait partie Jean IV de Rieux, alors maréchal de Bretagne et comte de Rochefort. Cette journée se conclut par la fuite du comte et un massacre de la coalition bretonne qui perd 7000 hommes. La Bretagne aura du mal à s'en remettre
et le château des Rieux-Rochefort n'y survivra pas. Privilège du vainqueur, c'est Charles VIII, alors mineur, qui va alors ordonner la destruction du château. Le château sera alors reconstruit quelques années plus tard grâce à l'aide financière d'Anne de Bretagne, dont Jean IV de Rieux est le tuteur. Elle lui verse une somme de 100 000 écus ainsi qu'une rente annuelle conséquente, afin qu'il renonce à ses désirs indépendantistes. Ces fonds l'aideront à financer les travaux. Le château sera à nouveau détruit sous le règne d'un nouveau roi, Henri IV, mais ce dernier n'y est cette fois pour rien. La destruction est l'œuvre de la Sainte Ligue, mouvement catholique dont les motivations sont autant religieuses que politiques, et qui a sévi une dizaine d'années entre 1587 et 1600. Le château n'appartient plus à la famille des Rieux, qui sont sans descendants, mais à la famille de Coligny. 4 ans avant l'édit de Nantes qui mettra un terme à ce conflit, le château de Rochefort-en-Terre est donc incendié par la volonté du gouverneur de Redon, membre de la Sainte Ligue. Il renaîtra encore de ses cendres suite à son acquisition par Vincent de Larlan en 1673 et connaîtra plus d'un siècle de sérénité absolue. La troisième destruction du château est plus atypique, même si elle se situe encore une fois dans une période mouvementée de l'histoire de France. La conscription en 1793 révolte les campagnes et voit Chouans et républicains s'affronter. Les Chouans s'emparent du château, mais cette fois, ce ne sont pas les attaquants qui le détruisent, mais ceux qui devaient le défendre. Repris aux insurgés qui s'y étaient retranchés, sa destruction est ordonnée par les républicains qui voient dans celle-ci le moyen le plus efficace de ne plus avoir à se préoccuper de cette propriété. Seules les écuries échapperont à cette logique radicale. Près de 50 ans s'écouleront avant que le château ou au moins son parc soit à nouveau occupé. C'est le docteur Juel qui s'y installa en 1843, après avoir transformé les écuries en habitations. Mais la renaissance du château est due à un seul homme, Alfred Klotz. Peintre américain reconnu, il arrive à Rochefort-en-Terre pour la première fois en 1902. C'est après plusieurs années de visite qu'il décide de racheter la famille va ainsi partager sa vie en hiver aux États-Unis et passer les étés en France, à Rochefort. 2 enfants vont naître de leur union, Elisabeth en 1906 et Trafford qui va naître en 1913. Cependant, l'arrivée de la Première Guerre mondiale va suspendre la carrière d'Alfred et ses projets de rénovation. Il fait le choix de rester en France et travaille comme aide-soignant. Son épouse reste aussi et visitera plus de 300 hôpitaux pour connaître leurs besoins et collecter des fonds. À la fin de la guerre, Alfred transforme le château en sanatorium pour les soldats américains dont les poumons ont été endommagés par le gaz moutarde, s'occupant d'eux personnellement et les divertissant avec des fêtes. Une fois la guerre terminée, il entreprend de redonner vie au vieux manoir. Non loin de là, le château de Keralio, situé à Noyelles-Musillac, est voué à la démolition et les pierres sont portées à la décharge. Les boiseries seront destinées à l'intérieur, notamment pour la cheminée. Alfred modifiera totalement l'édifice en y ajoutant tours et étages pour transformer le château en une magnifique demeure. Malheureusement, sa fille Elisabeth décédera très jeune à l'âge de 23 ans et sa femme va décéder quelques années plus tard aussi à l'aube d'une Seconde Guerre mondiale. Alfred se rend seul à Bali où il se noie tragiquement. Son fils, Trafford, se retrouve alors héritier du château à seulement 26 ans. Il s'enrôle dans l'armée avant même que les États-Unis ne participent au conflit et les Britanniques l'envoient en Afrique du Nord en tant qu'interprète pour convaincre le régime de Vichy de ne pas s'opposer à eux. Il empêche un conflit armé puis repart en Angleterre et entre en relation avec les résistants. Son rôle est primordial dans la guerre. Il vivra alors après avec son épouse à Baltimore dans une ferme familiale et ne reviendront qu'à Rochefort-en-Terre en 1946.
et ils seront surpris par la générosité des habitants, de leurs jardiniers et de leurs cuisinières qui avaient pris soin du château, s'assurant que tous les objets, peintures et meubles de valeur soient cachés par les habitants de Rochefort dans leur propre maison. L'argenterie du château avait été enterrée dans les jardins du château, sous les chaises mêmes où les Allemands s'asseyaient le soir, ce que Trafford trouvait amusant. Tout comme son père, Trafford mourra lors d'un voyage d'une crise cardiaque à 63 ans. Le personnel ayant travaillé pour les Klotz seront enterrés à leur côté comme des membres de leur famille, ce qui est un fait inhabituel pour l'époque. La propriété est vendue en viager au Conseil général du Morbihan, puis devient en 2013 propriété de la commune. De gros travaux de restauration vont être engagés à partir de la fin d'année 2016, et malgré le fait que le château ne soit pas visitable, on peut néanmoins admirer les multiples détails de l'architecture de la bâtisse et du rêve des Klotz. Comme le château est bâti en hauteur, on peut apercevoir le village depuis le parc. Et je trouve ces petites maisons si jolies avec leurs toits pour certains un peu tordus. Ça me rappelle un peu Préolard dans Harry Potter. Dans les allées du village, vous trouverez tout plein de beaux magasins, souvenirs, bonbons, bijoux, etc. Mais il y a aussi plusieurs antiquaires et un était ouvert ce jour-là. Je suis donc passée dans la boutique pour regarder si je ne trouverais pas quelque chose d'intéressant. C'est ainsi que s'achève cette visite, j'espère que cela vous aura plu, un peu d'histoire mélangée à la visite d'un village breton. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures, d'ici là, portez-vous bien.